suis retraité et j'ai la caractéristique d'être sans doute le plus ancien au niveau des mandats municipaux, puisque j'ai fait un mandat avec René Solo, voilà, 2 mandats avec Michel Deplagne et un mandat avec Denis Solo. Et enfin, le dernier mandat actuel, puisque je suis dans la minorité aujourd'hui. Voilà, merci. Eh bien, merci à tout. Alors, c'est qu'un panel, si je puis dire, représentatif de notre liste. Hein. On est encore en cours de constitution. Notre liste est proche de la cible, à 37. Pour autant, on est encore ouvert voilà, à d'autres entrées. Une judicieuse remarque. Eh non, effectivement, c'est vrai. Je m'appelle Pascal Vincent. J'habite les Rosiers-sur-Loire, je suis retraité. J'ai 66 ans. Mais voilà, j'ai le grand plaisir et l'honneur de pousser, de tirer, d'avancer avec cette liste et le projet que je vais vous présenter. Voilà. Alors, je partage avec vous cette image familière, hein, s'il en est. On est évidemment habitué, nous, à voir des ponts sur la Loire, des ponts entre des lieux et des personnes. Et cette image, c'est celle dont on s'est emparé pour illustrer notre projet. Notre projet, c'est celui, effectivement, de construire un pont solide, durable, entre les habitants et la mairie. Donc, vous voyez effectivement l'image qui est derrière ce pont. Et il faut que le pont, pour nous, soit suffisamment solide et qu'on construise non pas au-dessus d'une rivière, mais effectivement entre les habitants, les citoyens et leur propre mairie. Donc c'est tout le défi qu'on s'est lancé. Alors avant qu'on rentre un peu dans le détail, vous pourriez me dire, mais pourquoi lancer un pont comme ça entre les habitants et la mairie? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de faire ça? Pourquoi changer? Je vais passer la parole à qui le voudra, tiens d'ailleurs, pour commenter cette diapo. S'il y a quelqu'un qui s'y colle. Alors donc l'explication de ce changement souhaité, c'est qu'on s'est rendu compte que, on n'est pas tout seul d'ailleurs pour s'en rendre compte, que le système actuel est très rectiligne, très pyramidal, très vertical et de plus en plus compliqué. Donc à partir de là, il fallait recréer ou en tout cas renforcer ce lien de proximité avec les habitants. Alors attends, je ne sais pas si je vais arriver à changer le scroll. Inverse. Donc, à partir de ce constat, notre proposition se dirige vers une gouvernance dite partagée. Grand mot, mais qui s'appuie sur 5 piliers, on va dire. Partage du pouvoir, parce que on peut considérer que par moment il est concentré entre quelques personnes seulement. Partage donc de la décision, de l'organisation aussi, de l'information et surtout également de l'évaluation. Parce que si on n'a pas d'évaluation, il est difficile de mesurer ce que l'on a mis en place et de le faire perdurer. Donc cette méthode qui consiste à regrouper les bonnes volontés et les intelligences dans cette gouvernance partagée permet de rendre la mairie comme un lieu d'intelligence collective au service du bien commun. Le but du jeu, c'est pas conserver ce pouvoir, ces décisions, etc., mais bien le partager au service du bien commun. Donc actuellement, les mairies, la plupart du temps, les pouvoirs sont entre les mains du maire et des adjoints. Et ce qu'on propose, c'est de partager à des équipes autonomes. Équipes qui vont être constituées, une espèce de triumvirat, ces cercles, ces équipes partagées, vont être constituées d'élus, en petit nombre, en nombre suffisant pour le faire fonctionner aussi, je vous expliquerai après, d'habitants, mais les habitants, ça peut être aussi bien évidemment des associations, des artisans ou des institutions, et même d'agents communaux, parce qu'ils ont des choses à dire, ils ont des technicités, des connaissances du terrain,
qui permettront de faire avancer des projets et de les rendre utiles. Donc voilà, d'un système qui, tous les 6 ans, fait passer par les urnes, on propose, et puis qui quelque part laisse assez dans l'inconnu la plupart des électeurs par la suite. On propose un système qui soit, lui, beaucoup plus convivial, beaucoup plus efficace, parce qu'il sera partagé, parce qu'on regroupera les intelligences, et on ne s'arrêtera pas à un système qui, tous les 6 ans, qui revient sur le tapis et qui laisse un peu supposer derrière des inconnus. Alors les élus là-dedans, ils ne sont pas en train de se reposer. Je vous disais qu'ils participent à ces cercles partagés. Ils sont garants du fonctionnement, évidemment. Ils ne sont pas là uniquement pour faire la représentation, mais pour faire avancer, pour signaler des difficultés éventuelles, etc. et permettre ces remontées de ces cercles et équipes. Si quelqu'un veut prendre le relais. Donc, ce que disait Stéphane, en fait, je vais faire juste un arrêt là aussi pour peut-être renforcer votre compréhension, c'est qu'aujourd'hui, une mairie, une municipalité, elle fonctionne avec des commissions municipales. Ces commissions municipales, en fait, c'est ce qu'on appelle ici les cercles. D'accord ? Sauf que ces commissions municipales, dans le mode le plus fréquent, il n'est constitué que d'élus. Donc l'idée, nous, c'est que ces commissions, qu'on n'appelle plus commissions dans ce mode de gouvernance, mais cercle municipal ou équipe municipale, eh bien, il est composé d'élus, bien évidemment, d'habitants et d'agents. Les habitants étaient en plus grand nombre que les élus, dans chacune des équipes. Donc ça, c'est important. Ce qu'on peut aussi dire, pour que vous posiez un peu le schéma, c'est que c'est un schéma qui existe évidemment depuis très longtemps en France, et notamment dans des grandes villes. Poitiers fonctionne sur ce principe-là, Rezé fonctionne sur ce principe-là, et beaucoup de communes de Loire-Atlantique et de Bretagne. Et puis il y a même des métropoles, je pense à la métropole du Grand Paris, qui est organisée avec un dispositif de gouvernance partagée. C'est-à-dire que la ville de Paris est dans un système classique, très vertical, mais la métropole du Grand Paris fonctionne sur un principe de gouvernance partagée. C'est le cas également de Lyon. Lyon fonctionne de manière très classique pour le conseil municipal. En revanche, dans certains quartiers, il y a des mairies déléguées, ils fonctionnent totalement en mode de gouvernance partagée, intégrant des habitants et des agents. Voilà, c'est pour poser un peu le décor, si je puis dire. Donc les élus, vous l'avez compris, un rôle différent. Ils sont à la fois garants, mais ils sont aussi animateurs. Ils sont vraiment au plus près des travaux qui se font dans ces équipes. Et puis les agents, on les a cités tout à l'heure. Alors le principe, il est évidemment celui du volontariat. Les agents, ils ont un contrat de travail avec les municipalités, et donc demander à certains agents, parce qu'ils ont une expertise, parce qu'ils ont une compétence, d'intégrer le soir, après leur travail, ou le samedi matin, une équipe municipale, ça peut poser question. Donc rien ne se fera, évidemment, sans leur accord sur la base du volontariat, mais également sans qu'on respecte à la lettre leur contrat de travail, le code du travail, leur convention collective et leur hiérarchie. Donc c'est bien l'idée de les embarquer sur la base du volontariat, mais avec évidemment toutes les garanties juridiques. Donc les agents, il y a aussi derrière l'idée de leur envoyer énormément de reconnaissance. C'est-à-dire que les agents, aujourd'hui, ils n'ont pas forcément ce niveau de connaissance fine de la manière dont la décision s'est prise. Donc là, l'idée, c'est vraiment de les intégrer depuis le début, depuis la naissance d'un projet. Je ne sais pas, un remodelage des espaces verts sur la commune, eh bien, impliquer très en amont de la décision les agents, c'est vraiment quelque chose qui fait sens pour eux et qui leur donne précisément des éléments de reconnaissance qui peuvent venir amplifier ceux qu'ils ont avec leur directeur. Alors ça ne fonctionne, ce système-là, qu'avec de nouvelles règles du jeu. On parlait de changement. Clairement, ça c'en est un. C'est-à-dire qu'on ne fonctionne pas de manière verticale, avec une détention de pouvoir. Quelqu'un prend la parole, parle pour avoir raison.
s'exprime en son nom propre. Là, c'est vraiment le mode de fonctionnement qu'il faut abandonner, c'est-à-dire qu'on apporte des idées, on est contributeur, on accepte que l'idée ou la décision qui est prise, c'est pas forcément l'idée qu'on avait initialement, mais on consent parce qu'on a écouté nos objections. Je me mets aussi à la place des habitants, des agents là dans ce que je vous raconte. Eh bien, l'idée, c'est que tout ça, ça fonctionne de manière très fluide. Donc, c'est précisément le principe qu'on recherche, avec évidemment de la coopération, de l'écoute, et puis un partage d'une volonté qui est celle de l'émergence de l'intérêt commun ou de la prise en compte de l'intérêt commun. Ça passe par des chartes. Donc on a écrit, on est en train de finaliser un certain nombre d'éléments qui vont être engageants pour l'habitant ou l'acteur de l'économie locale ou du monde associatif. Eh bien, il y a une forme d'engagement à prendre. Et donc on a détaillé voilà, dans la posture, dans l'ouverture d'esprit, dans la disponibilité, etc. Donc des chartes qui garantissent effectivement une participation de tous, une attitude constructive, je reprends quelques notes là, et puis aussi une manière de gérer des désaccords qu'on peut avoir au sein du groupe. Alors, une nouvelle importante, c'est que je vous ai cité quelques villes ou quelques structures qui organisent ce mode de gouvernance partagée. Il n'y a pas de modèle unique, en fait. Il y a autant de modèles que de communes. On a, nous, des particularités que n'ont pas d'autres communes qui sont en mode de gouvernance partagée. 7 communes, 145 km², 26 km d'un point à un autre, au plus distant, une frontière la Loire, qui est à la fois une frontière, mais aussi un axe de fédération sur des événements. Voilà, on a des particularités économiques, des particularités touristiques. Je le dis à chaque fois, j'ai appris ça du président de l'agglomération, 70% du tourisme angevin passe par le Sommerois. Vous vous rendez compte ? 70%. Et évidemment... 1 million d'unités. Ouais, il passe aussi par Genneval-de-Loire, 70%. Donc ça, c'est quand même une particularité de notre territoire qu'on ne retrouve probablement pas ailleurs dans le département. Donc pas de copier-coller possible. Voilà, là, on va partager assez rapidement, et on va vous montrer, nous, comment on imagine les choses, un modèle. C'est celui de Saint-Armel, qui est une commune en Bretagne. Je vais juste m'écarter pour que tout le monde voit, et puis mettre derrière. Donc, vous voyez les fameux cercles, on les retrouve ici, les fameuses commissions d'aujourd'hui, sauf que ces commissions d'aujourd'hui, elles rendent compte à un conseil municipal. Vous voyez, il existe toujours le conseil municipal. Sauf qu'avant qu'il rende compte, entre guillemets, des propositions, des décisions que ce groupe a pu faire, et bien ça va passer par un autre cercle encore plus grand, qui est une réunion, qui est un endroit de coordination de l'activité de l'ensemble de ces équipes. Et ça, c'est construit de la même manière que les équipes, c'est-à-dire qu'il y a des habitants, des élus et des agents. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, ici, qui sont à gauche, il y a à chaque fois des habitants, des élus et des agents. Et donc, vous voyez bien, à droite, c'est vraiment la partie exécutive, avec le bureau exécutif, en fait, qui est le lien avec les salariés, le directeur général des services, et puis les agents, et puis le conseil municipal, qui est l'autorité délibérante aux yeux du préfet. C'est lui, le conseil municipal, qui, au bout du compte, doit entériner chacune des propositions, des décisions qui sont prises par les comités. Donc ça, c'est un exemple de gouvernance partagée. Il y en a un autre. Voilà, c'est celui d'Auray, par exemple, toujours en Bretagne, grande ville aussi bretonne, Auray, qui fonctionne comme ça. On retrouve les cercles. Et là, ici, ce qui peut être intéressant, et ça va faire le lien avec notre projet, c'est qu'on voit des noms. Donc, vous voyez, vous avez aménagement, donc là-haut, finance, eau et assainissement, communication interne et gouvernance, RH, social, culture, et puis communication habitant. Et puis, vous avez d'autres petits groupes qui sont créés de part et d'autre parce qu'ils fonctionnent en mode projet.
Hein, c'est-à-dire qu'il y a par exemple un projet particulier d'aménagement sur la commune, à Gênes-Val-de-Loire, eh bien on va confier ça à un petit groupe projet, toujours constitué d'habitants, d'élus et d'agents volontaires, eh bien, qui va réfléchir strictement à ce sujet-là. Ça peut être un sujet dans le domaine de la culture, dans le domaine social, dans le domaine des besoins d'aménagement du cadre de vie. Voilà. Donc voilà un autre schéma de fonctionnement. Dans ce schéma-là, d'ailleurs, le conseil municipal, il est au milieu. Parce que, en fait, le conseil municipal et l'assemblée municipale, la grande assemblée là, qui réunit tous les pilotes, y compris les habitants, les agents, eh bien, se réunissent le même jour. Et donc, quand le conseil municipal doit délibérer, ceux qui étaient dans l'assemblée municipale en qualité d'agents ou d'habitants, ils se retirent, ils deviennent spectateurs. Et donc, le conseil municipal valide seul, entre élus, comme la loi l'oblige. Donc voilà le schéma de gouvernance d'Auray. Et donc, vous voyez bien, nous, on est parti d'une feuille blanche, hein, c'est-à-dire les cercles sont blancs. Et donc notre projet, le voilà, en fait, avec voilà, des noms hein, qui vont faire écho à vos préoccupations. Hein, nous, c'est au travers de nos rencontres, des réunions qu'on a déjà fait, qu'on a pu mettre des noms. Alors, en commençant en bas, on voit cadre de vie. Bon, dans cadre de vie, il y aura tout ce qui a trait à l'urbanisme, à la voirie, aux bâtiments communaux, à l'urbanisme notamment. Développement économique et touristique, c'est suffisamment parlant. Hein. On a artisanat, commerce, évidemment tout ce qui est attrait au tourisme. Sport, culture, on a tout le monde associatif dans cette commission, dans cette équipe citoyenne là. La jeunesse, hein, on va s'occuper d'éducation, d'enseignement, de périscolaire, et puis d'autres projets. Cohésion sociale, on va retrouver la santé, on va retrouver aidez-moi, tout ce qui a trait aux aînés, aux seniors, notamment. Le CCAS, exactement. Et puis, ensuite, là-haut, vous avez administration générale. L'administration générale, c'est un ensemble important dans lequel on retrouve les finances, on retrouve la gestion du personnel, enfin le rapport au personnel, et puis tout ce qui a trait à l'administration, au fonctionnement de la commune au quotidien, on va dire. Et vous remarquez qu'il y a trois petits cercles au-dessus. En fait, c'est ce qu'on appelle les commissions obligatoires. Ces commissions-là, elles ne peuvent être composées que d'élus. Et donc, on est obligé de les sortir. C'est la commission d'appel d'offres, hein, c'est une commission importante, c'est elle qui décide de tous les marchés supérieurs à un certain montant, qui va d'ailleurs augmenter. C'est la commission de liste électorale, hein, c'est ce qui va se mettre en œuvre là le 14 mars prochain, enfin ça va se mettre en œuvre avant pour préparer les élections des 15 et 22. Et puis la commission imposition directe, qui fonctionne sous l'égide du fisc, en fait. Hein. C'est à partir des listes fiscales, entre guillemets, qu'est composée cette commission obligatoire. Et puis, vous retrouvez deux groupes, deux équipes qui sont plutôt une de nos fiertés, parce que ça n'existe pas dans beaucoup de communes, c'est l'agglo. Nous, on a considéré que ce qui se dit et ce qui se fait à l'agglo est significativement important pour qu'on ait un retour de ce qui se fait à l'agglo. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas, en qualité d'habitant, ce qui se décide à l'agglo. J'ai du mal à voir les compétences de l'agglo. Enfin, bon, je travaille évidemment maintenant d'arrache-pied, donc j'y vois un peu plus clair, mais je me mets à la place de moi, citoyen, il y a quelques années. Voilà. Et donc l'idée, c'est que les élus qui représenteront la commune à l'agglo seront là, rendront compte des travaux sur lesquels ils travaillent, et puis viendront se nourrir aussi de ce que leur diront les habitants sur les sujets qu'ils porteront. Hein, n'oublions pas que le tourisme, c'est une compétence de l'agglo. N'oublions pas que il y a éminemment de sujets. Les piscines, par exemple, c'est de la compétence agglo. Donc voilà, il y a les déchets, oui, déchetterie, l'eau, enfin, etc. Il y a beaucoup donc de compétences qui sont gérées à l'agglo. Et donc ce retour est important parce qu'il permet que les élus soient toujours dans une position et dans une posture de gouvernance partagée, c'est-à-dire avec l'idée qu'ils ont des comptes à rendre aux habitants et pas uniquement
comme l'a montré tout à l'heure Stéphane, tous les 6 ans, au moment de mettre le bulletin de vote, qui sanctionne un comportement déloyal, entre guillemets, à l'égard des habitants. Donc, important, cette équipe-là. Et puis, Stéphane, tout à l'heure, a évoqué un 5e pilier de partage, c'est celui de l'évaluation. Eh bien, cette équipe-là, elle sera précisément chargée, en permanence, de vérifier que ce qu'on a dit, on le fait. Que le mode de gouvernance partagée qu'on a choisi est bien mis en œuvre, que sur les différents cercles. On a déjà ouvert une bourse, entre guillemets, une plateforme, et donc je regardais tout à l'heure, on est déjà quasiment à une vingtaine de gens qui, à l'issue de nos rencontres, de nos réunions, disent moi ça m'intéresse. Et le sujet de la jeunesse m'intéresse, ou le sujet du développement économique. Donc voilà, nous on sait déjà qu'on pourra démarrer avec un certain nombre d'habitants qui se sont portés volontaires pour faire fonctionner l'équipe. Et puis, à l'extrême droite, là, vous avez des équipes villages. Alors, ça ressemble, entre guillemets, un peu non, pas beaucoup, finalement, au conseil de village actuel. En tout cas, il y a le mot village dedans. Mais l'idée, c'est que eux aussi, ces conseils, ces équipes villages, fonctionnent selon le même mode, c'est-à-dire des élus, donc maire délégué, et puis des élus de ces villages siègent dans ces équipes avec des habitants et des agents sur la base du volontariat, parce qu'ils habitent la commune, par exemple. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir de l'autonomie. Dans les villages, de restaurer une forme d'autonomie, parce que chaque village a une histoire, a une âme, j'allais dire, et que certes, il s'agit dans ce projet-là de fédérer, de rassembler sur un projet qui est celui de Gênes Val-de-Loire. Pour autant, il ne faut pas oublier que Gênes Val-de-Loire, c'est né aussi dans ces villages, et qu'ils ont des particularités, et qu'il appartient effectivement à ces équipes de les faire vivre, en respectant évidemment les choix, les décisions qui sont portées par l'Assemblée des uns et des autres. Est-ce qu'on peut interagir? Comment? Est-ce qu'on peut interagir Oui, je vous encourage à le faire. Ouais. Merci. Vous voulez le micro? J'ai l'impression que Non, votre voix non. porte bien. Oui, ça ira. Merci. Vous avez construit ça comme ça ensemble. C'est quelque chose qui n'est pas figé ou qui... Non, c'est un organigramme de démarrage. Déjà. Parce qu'il y a quelque chose, si je peux me permettre, qui me semble ne pas être présent et qui est une préoccupation que je trouve très importante à l'échelle mondiale. Et voilà, c'est l'écologie, bien sûr. Et dans notre géographie, elle est encore plus importante puisqu'on a la Loire, puisqu'on a des forêts, etc. Et moi, j'aurais vraiment envie de voir ce cercle-là, merci, évidemment. Merci de cette question. En fait, ça fait une transition évidemment avec ce qu'on va dire ensuite. Mais l'environnement, c'est une préoccupation tellement maîtresse qu'elle est transversale. Voilà. C'est pas une pirouette, c'est une réalité. C'est-à-dire, depuis qu'on travaille sur notre projet, on a plutôt pris le parti de ne pas isoler l'environnement dans une équipe. Voilà. On a plutôt pris le parti que chacun des cercles, des équipes soit imprégné, et on verra tout à l'heure qu'on ne pourra pas prendre de décision sans avoir, à un moment ou à un autre, eu une préoccupation de transition, d'environnement, de respect de la nature, quel que soit, parce qu'on aura un outil de prise de décision qui fera que l'environnement n'échappera pas à la prise de décision. Voilà. Mais voilà, votre question c'est intéressante. Ouais. Alors il faut qu'on le fasse apparaître, cette notion-là. On en a déjà parlé entre nous. C'est le petit défaut de notre partage. Merci de l'avoir identifié, c'est bien vu, en tout cas. Voilà, l'idée, c'est de faire apparaître quelque chose qui est transversal, quoi. Voilà. Donc, il faut qu'on arrive à trouver c'est quelque chose d'immanent, si vous me permettez ce mot un peu, qui s'impose à nous, en tout cas. C'est certain à nous, et pas que aux générations futures, donc on ne peut pas passer à côté. Et je me permets du coup une autre question.
est-ce que donc le trio, je ne sais pas comment vous dites, la trilogie élus, voilà, élus, habitants et agents, doit être à chaque fois équilibré dans chaque cercle et aussi dans les villages, quoi. Enfin, ça me semble juste, alors, mais oui, est-ce que c'est prévu comme ça? Comment dire, la représentativité, la représentation doit être équilibrée, c'est-à-dire qu'il faut au moins élus, habitants, agents, on en parlera peut-être, c'est comment dire, c'est quelque chose que nous, dans notre réseau personnel, on a pu rencontrer des agents, leur en parler, on sait qu'on les embarque, mais pour autant, ils sont 130, 140, on sait qu'on aura à faire un dialogue avec eux, hein, voilà, nécessairement, qui passera aussi par leur hiérarchie. Donc, le modèle idéal, c'est qu'effectivement, il y ait des agents qui soient notamment dans les thèmes qui impliquent vraiment leur expertise, leurs compétences. Voilà. Après, la recherche effectivement de cet équilibre-là, il dépend aussi du sujet. C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui feront que les équipes seront plus dimensionnées que d'autres, par exemple. Parce que je pense à Cadre de Vie, qui est quand même une équipe qui a un rayon, un périmètre très large, au moins au démarrage. Hein, on ne dit pas qu'après on ne dédoublera pas. Mais là, effectivement, il nous faudra peut-être plus de monde que dans jeunesse ou sport, culture. Bon, voilà, c'est une affaire d'effectifs, mais voilà, pour répondre à votre question, c'est chacune, en fait, des équipes qui décidera de son dimensionnement. Ça aussi, à l'entrée, lors des premières réunions, en accord avec l'équipe gouvernance partagée, eh bien, ils auront un premier travail, c'est le dimensionnement de leur équipe, le dimensionnement, le profil aussi. Hein, on verra tout à l'heure comment on envisage le recrutement, mais voilà, il faut être respectueux aussi de l'équilibre des villages, hein, au sein de ces structures-là. Il faudra être respectueux de la parité, bien sûr, et puis aussi, il ne faudra pas faire d'élitisme social, il ne faudra pas que ce soit toujours les mêmes. Voilà, il faudra trouver des solutions pour aller chercher des gens qui sont éloignés spontanément ou géographiquement du projet. Hein. Donc on verra qu'il y a des méthodes pour ça, dans le dispositif. Ça répond à votre question? Oui, merci. Il y en a d'autres, des questions? Je poursuis. Alors, oui, avant qu'on parle du programme, bon, nous on a considéré qu'il y en avait 3 temps en fait dans la gestion de notre campagne. Donc on est évidemment dans le temps 1, mais on va rentrer dans le temps 2. On présente notre projet, on invite à échanger. On a fait émerger beaucoup de sujets qui ont alimenté notre réflexion et des éléments, des pistes, des axes qu'il faut qu'on emprunte nécessairement. Et puis on continue depuis le début à inviter les élus, les habitants, eh bien à se manifester, à manifester leur intérêt. On parlera tout à l'heure de la réserve citoyenne également. Et puis un deuxième temps où là, on va commencer à rentrer un petit peu dans l'organigramme de démarrage de manière plus fine. Hein, c'est ce que je vous disais, on a des gens qui ont exprimé de l'appétence pour un sujet. Eh bien on va commencer justement à voir sur quel sujet on a moins d'habitants volontaires, hein, pour être prêt au démarrage, à démarrer sans tarder. Et puis on continuera évidemment toujours à alimenter en permanence, hein, la base de données habitants. Et puis le temps 3, c'est évidemment après l'élection, mise en place, intégration progressive des agents, c'est ce que je disais. Il va falloir être patient. Hein, on sait que voilà, ils ont probablement d'autres préoccupations aujourd'hui. On en parlera un peu tout à l'heure. Voilà, on sait qu'il y a ils ont d'autres enjeux, hein, que celui-là. Mais pour autant, par capillarité, on commencera par 1, puis par 2, puis par 3. Tout ça avec leur hiérarchie, évidemment. Et puis on lancera un appel, probablement via une plateforme, beaucoup plus fort à l'intégration des habitants. On n'utilisera pas que les plateformes parce qu'il y a des gens qui en sont éloignés. On utilisera les moyens de presse habituels, du boitage, des affiches. Enfin, on fera d'autres choses pour vraiment qu'en permanence, on ait ce vivier d'habitants volontaires qui s'embarqueront pour des durées parfois différentes. Hein. Dans des cercles permanents, les gens seront là pour 1 an, mais sur un projet, ils pourront être là 2 mois, 3 mois. Une fois que le projet sera éclos, le groupe projet se dissipe, ou il repart sur un autre, ou le groupe est dissous. Et donc, le programme,
notre programme, eh bien, il est évidemment constitué à la fois de ce nouveau fonctionnement, la méthode étant d'elle-même le programme. Il y a même des listes aujourd'hui qui portent un programme de gouvernance partagée sans rien d'autre. Sans rien d'autre. Considérant que leur programme, c'est leur méthode. Et en fait, c'est logique, puisque par définition, on est dans la co-construction avec les habitants. Donc si on arrive avec des choses qui sont déjà écrites, eh bien, on déroge de facto, et avant de démarrer, si je puis dire, on déroge au principe même qu'on met en avant. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc nous, depuis le début de nos rencontres, et de nos travaux aussi, parce qu'on est finalement une forme d'habitants, hein, eh bien, on a identifié évidemment des axes de développement. Donc il y a à la fois des sujets dont on va hériter si on est aux affaires, parce que il y a des dossiers qui sont partis, hein, la médiathèque, le réaménagement du centre-bourg de Gênes, vous voyez, il y a des choses de cette nature, la rénovation de la priorale de Cuno, le Cheval Blanc, voilà, avec l'acquisition de ce bâtiment pour en faire des logements, etc. Donc vous voyez, on va hériter d'un certain nombre de choses. Alors il y a des choses positives, puis il y a probablement des choses qui sont un peu moins positives, des cadavres dans le placard, je ne sais pas, mais en tout cas ça fait partie de l'héritage. Et ça constitue de fait une forme de programme. Il y aura une continuité évidemment, il y aura ou de l'amplification sur des sujets voilà, sur lesquels nous on ira chercher une voix des habitants qui n'a pas toujours été recueillie. Et donc voilà, il y aura probablement de l'amplification sur certains sujets. Et donc voilà, il y a 4 grands axes en fait, qu'on identifie nous dans les rencontres qu'on fait aujourd'hui. Ah oui, je sors du champ, la caméra, je vais rester là alors. Il y a 4 axes, donc, voilà, vous les présentez. Alors, une fois de plus, hein, le mot important, c'est co-construction. C'est-à-dire ça, c'est des verbatims, c'est des choses qu'on a entendues, c'est des choses dont on a l'intuition aussi, et sur lesquelles il va falloir travailler. Premièrement, on a parlé de jeunesse, on se rend compte qu'il y a en fait un trou béant, dès que les enfants ont 10-11 ans, qui vont au collège. En fait, il y a un trou béant dans les activités qui leur sont proposées. Vous voyez, c'est très pragmatique. Hein. Il y a des ateliers ITAC pour ceux que leurs petits-enfants ou enfants connaissent ou ont connus. Et donc, c'est jusqu'à 10-11 ans. Mais après les ateliers ITAC, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et donc là, il y a une forme de trou, en fait, qui laisse les ados, voilà, 11 ans, 18 ans, on va dire, hein, et ben un peu sur le tapis, s'ils ne font pas de sport. S'ils ne sont pas pris en charge par une asso, parce que les parents n'y prêtent pas attention, là il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet. Voilà, ben nous on l'ouvre, on n'arrive pas avec une idée toute faite, mais voilà un dossier qu'on veut explorer avec vous, avec les habitants. Les logements sociaux aujourd'hui, on sait qu'on ne répond pas ni aux besoins des habitants. Je sais que sur Saint-Martin, il y a des demandes, énormément de demandes qui sont non satisfaites. C'est le cas également sur les Rosiers et Gênes. Énormément de demandes non satisfaites. Et il y a des obligations légales qu'on ne respecte pas aujourd'hui. Pour autant, il y a des difficultés foncières, notamment dans la vallée. Hein, on ne peut pas construire comme on le veut. C'est moins le cas, évidemment, de l'autre côté de la Loire. Donc là, il y a peut-être des choses à regarder, notamment eh bien, à explorer les logements vacants. Il y a énormément de logements vacants. Il y a des communes qui sont championnes pour ça. Hein. Des logements qui sont vacants, c'est-à-dire ils ne sont pas résidences secondaires, hein. Ils ne sont ni résidences secondaires, ni résidences principales, ils semblent abandonnés. Là, il y a quelque chose à explorer. Même chose pour ce qu'on appelle les friches. L'exemple typique, c'est l'ancien bâtiment de la CAPL à Gênes. Vous voyez, la coopérative, là. Voilà une friche, typiquement, qui est la propriété aujourd'hui de la commune. Bon, il va y avoir un dojo... voilà, là-dedans, mais ça ne va pas occuper tout, quoi. Donc il y a une vraie réflexion à mener, à poursuivre sur ces friches, et il y en a d'autres. Hein. Voilà quelques exemples sur la cohésion sociale. En voilà d'autres. Je vous parlais de réserve citoyenne. Ça aussi, c'est un projet qu'on trouve dans d'autres communes, hein, et des communes qui ne sont pas sous un mode de gouvernance partagée. En fait, c'est l'idée de rassembler, sur la base du volontariat, eh bien, des habitants, qu'on affecte, entre guillemets,
avec énormément de convivialité. Ça marche, la réserve citoyenne, quand on met de la convivialité pour faire du lien. Et donc, ça peut être, par exemple, je vous cite ce que font certaines communes, je ne vous dis pas que c'est des pistes qu'il faut prendre, hein, puisqu'il s'agira de réfléchir ensemble, le nettoyage des cimetières, par exemple. Voilà, de faire une opération nettoyage, voilà, il y a des communes qui sont emparées de ce sujet-là, avec une réserve citoyenne, et c'est l'occasion de partager un moment ensemble, avec un pique-nique voilà, pris en charge évidemment par la commune. Enfin, il y a une vraie vie derrière ce projet. Ça peut aussi, cette réserve citoyenne, servir de réserve civile pour une catastrophe, par exemple. Hein, vous voyez, il y a des communes aussi qui ont constitué cette réserve avec une autre idée, c'est si on a besoin de bras pour un événement dramatique ou climatique quelconque, ça peut être aussi un élément de constitution de cette réserve. Ça aussi, c'est à réfléchir. Nous, on met ça sur la table, on mettra ça sur la table. Soutenir et amplifier les activités créatrices de liens. Nous, on a entendu, par exemple, qu'on n'a pas de maison des associations. Il y a beaucoup d'associations, il n'y a pas d'endroit où, dans le fond, il y aurait un guichet unique, il y aurait plus de facilité à se réunir, parce qu'on aura un espace qu'on pourrait mutualiser. Or, on sait qu'on a des locaux communaux qui sont vides ou vacants, qu'on pourrait peut-être optimiser. Voilà. Mutualisation de moyens, salle de spectacle. Bon, on sait qu'il y a eu un enjeu sur un théâtre en bois. Est-ce que c'est la bonne question, le théâtre en bois? Est-ce que la question, c'est pas plutôt celle d'une salle de spectacle? Comment on se pose la question? Comment on la traite? C'est quoi la réponse? Voilà. Ça, c'est des sujets. Transport solidaire, on entend énormément ça aussi. Voilà, on l'entendait hier, on avait une réunion avec l'enseignement, les gens des écoles. C'est un vrai problème sur une commune aussi large, quand il faut emmener les enfants à la piscine. Il y en a qui vont à Douai, il y en a qui vont à Longuet. Enfin, on voit bien qu'il y a une problématique. Il y a le marché aussi. Il y a des choses qui se font aujourd'hui ou qui se sont faites, qui ne se font plus. Bref, il y a le fait de pouvoir aller chez le médecin. Enfin, il y a des systèmes de covoiturage organisés. Enfin bref, voilà des choses qu'on mettra. France Service est une très belle idée, mais ce n'est pas à fond aujourd'hui. Il y a encore la possibilité d'amener d'autres services, un point juridique par exemple, un point justice. Hein, pour être France Service, il y a des communes qui proposent un point justice. Voilà, quelqu'un qui a une difficulté avec un voisin, un problème. Voilà, ça peut être intégré dans France Service. Tout ce qui concerne la rénovation de l'habitat également. Hein, même si au niveau de l'agglo, c'est bien pris en main. Mais là, on peut avoir une réponse gouvernementale. C'est tout ce qui est prime, rénove, etc. On pourrait avoir imaginé un élargissement. Et puis, on pourrait le dire, il y en a d'autres qui pourraient le dire mieux que moi sur ce sujet-là, mais aujourd'hui, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais il n'y a plus de directeur général des services depuis de nombreux mois. Hein, donc je vous disais tout à l'heure, en pointe, ça peut être 150 salariés. Aujourd'hui, ils n'ont plus de directeur. Hein, le directeur est parti. Et donc, il s'agira de recruter pour la nouvelle équipe en place un nouveau DG, à moins que ça se fasse avant. Mais bon, en tout cas, ça, c'est important. Et puis, on a mis ici valoriser le personnel, parce que nos oreilles traînent. Je vous le disais tout à l'heure, les uns les autres, on est amenés à rencontrer voilà, et on sent bien qu'il y a voilà, il y a une forme de mal-être dans cette équipe. Donc il faudra y être attention. Il faudra y être attentif ou y faire attention. Voilà. Sur la cohésion sociale, qui est-ce qui veut parler de ça? Pascal? Alors, donc, c'est plutôt sur la partie cadre de vie. Alors, sur la partie cadre de vie, on y met donc tout d'abord la construction d'une stratégie de sauvegarde et de mise en valeur de nos pépites patrimoniales, enfin, je dirais plus largement auprès du patrimoine, quoi, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que déjà la collectivité en tant que telle, et c'est le point 2, a un parc immobilier important, et que 2, effectivement, je pense aux églises, qui aujourd'hui ne sont pas toutes en très bonne forme. Et puis, bien entendu, la prieurale de Cuno, qui est un gros chantier, prieurale qui sera autour des 6 millions d'euros en matière d'investissement pour la réhabilitation. Fort heureusement, il y a de très nombreuses subventions, heureusement, mais il n'en restera pas moins que la charge de la commune sera bien présente. Donc ça, c'est un élément important.
Effectivement, optimiser le parc immobilier communal parce que l'ensemble des 7 anciens villages ont un patrimoine chacun et que l'addition de tout ça fait qu'on monte sur des volumes relativement conséquents. On parle aussi de repenser avec les acteurs concernés la sécurité, la fluidité des axes majeurs. La sécurité, vous la connaissez bien, vous, à Saint-Martin, mais comme sur les autres 6 autres villages, la circulation routière, la problématique de pouvoir faire respecter à minima les vitesses qui sont prises. Je pense que là-dessus, on a un travail à poursuivre et peut-être même à accentuer, parce que ça ne s'arrange pas, je trouve, cette situation. Et puis, là aussi, on parle aussi en matière de sécurité, je pense que la sécurité des piétons, parce qu'on s'aperçoit quand même qu'il y a certaines parties des bourgs n'ont pas forcément de trottoir. Les gens, les communes et les villages se sont étendus avec des habitations nouvelles, etc. Et on voit bien que le prolongement des trottoirs n'est pas forcément effectué. Et on a des exemples sur Gênes, on a des exemples sur les Rosiers, où ça mériterait qu'on se penche sur cet aspect sécuritaire. Développer un plan de mobilité sereine, incluant extension piétonne et piste cyclable, c'est ce que je disais sur la partie piéton. Piste cyclable, oui, parce que là aussi on avait de projets, je rappellerai qu'en 2020 on avait assez pour certains projets à ce niveau-là, et que bon, ça n'a pas attiré les foudres, entre guillemets, puisque la municipalité actuelle, à ma connaissance, sur cet aspect-là, n'a pas fait grand-chose. Donc je pense que les pistes cyclables, c'est un point fort. Il faut bien sûr savoir que de toute manière, on remettra sur l'ouvrage par rapport à la fameuse extension du pont de Gênes-les-Rosiers, qui reste toujours d'actualité. La fameuse passerelle, c'est comme ça que ça a été connu. Et je pense que ça, c'est un sujet qu'il faut qu'on remette à l'œuvre, parce que peut-être que nous ne le verrons pas, sans doute pas, même moi, mais ceci dit, il faut mettre le truc en mouvement pour qu'un jour, le pont puisse être doublé d'une passerelle sécurisée pour les cyclistes et les piétons. Comment tu fais ton truc là, suivante. Hop, voilà. Alors, sur l'attractivité et le développement, alors soutenir le commerce et l'artisanat de proximité. Alors ça, c'est un sujet qu'on a abordé ensemble tous. Vous savez qu'il y a... c'est assez fragile à ce niveau-là. C'est assez fragile, et c'est assez fragile sur toutes les communes, même celles où on se dit « Ah, il y a des commerces, ça marche bien et tout ». Tout est fragile, pour des raisons diverses et variées. On voit aujourd'hui, par exemple, sur Gênes, le fait qu'il n'y a plus de boulanger à Gênes. Donc là, il y a des projets qu'on nous a annoncés hier en conseil municipal, mais c'est peut-être pas forcément si certain que ça, mais enfin, il y a quand même des approches à ce niveau-là. Mais c'est aussi vrai sur les Rosiers, à travers la disparition d'une petite supérette qui existait jusqu'à présent, qui a disparu. Donc en fait, aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un transfert pour ce qui concerne l'alimentation générale et les produits divers et variés vers Gênes. Et puis, savoir aussi que l'âge faisant, nos artisans, notamment nos artisans de bouche, la pérennité n'est pas forcément assurée. Donc, il y a un travail de fond là-dessus. Et puis je pense aussi aux difficultés que peuvent connaître les petits commerces, et je pense notamment à Saint-Martin, où je pense que la dame elle essaie de se défendre et de se battre sur le sujet, mais pas facile du tout. Donc le commerce et l'artisanat, il faut le soutenir, mais il faut toujours le soutenir en se disant que la personne qui y travaille, il faut qu'elle gagne sa vie. Je ne dis pas qu'elle gagne des millions, mais qu'elle gagne sa vie correctement. Ça, c'est un point essentiel. Donc, il faut trouver les services complémentaires pour que ça puisse se faire. On a mis... alors, Louis, tu as écrit, effectivement, sur des implantations de type boutique à laisser, commerce partagé, tiers-lieu artisan. Et c'est ça, c'est trouver d'autres moyens pour pouvoir, je dirais, renforcer l'attrait du commerce ou de l'artisan.
Activer l'ensemble des dispositifs de revitalisation des centres-bourgs, bah, c'est principalement, pour l'instant, on va travailler sur Gênes, puisque il y a un gros projet qui a démarré au niveau de Gênes, donc il faut poursuivre ce projet de travaux, de revitalisation de ce centre. Vous savez que le centre de Gênes, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de commerce, hein. Il y a une petite supérette qui a du mal à vivre. Je ne traduis pas quelque chose d'impossible, qui a du mal à vivre, qui aujourd'hui permet, grâce au boulanger de Chênehutte, d'alimenter en pain la ville de Gênes, c'est toujours ça. Et il y a un boucher très sympathique, mais qui a l'âge aussi et qui a réduit son activité, tout à fait, tu as raison, qui a réduit son activité, qui a du mal à transmettre son activité. Bon, parce qu'aujourd'hui, la boucherie, c'est pas si simple que ça à transférer. Donc ça, il y a un travail de fond là aussi. Enfin, on a mis aussi fédérer les acteurs de tourisme autour du projet innovant. Oui, parce que le tourisme, on l'a vu tout à l'heure, on a dit que c'était à peu près, c'est que la majeure partie du tourisme en Anjou, il se situe ici. L'objectif, c'est de pouvoir au moins rassembler tous les acteurs. Aujourd'hui, les acteurs sont assez dispersés et je pense qu'il y a un besoin à la fois de cohérence. Il y a aussi un besoin que ces acteurs soient bien au fait de toutes les activités culturelles qui peuvent avoir lieu sur ce territoire pendant les périodes d'été. On est quand même aujourd'hui avec de mémoire 3 campings, enfin 2 campings et puis une aire naturelle de camping en plus un aire de camping-car sur Chênehutte, hein, et j'ai les 3, un 4e camping à travers celui de Saint-Martin. Voilà. Donc en fait, on a beaucoup d'équipements, il y a beaucoup de gîtes ruraux. Les propriétaires de gîtes, j'en ai rencontré un certain nombre, ce qu'ils veulent, c'est que pouvoir se rencontrer entre eux, et pas forcément dans une concurrence terrible, mais c'est au moins de pouvoir associer leurs besoins, échanger sur la manière dont ils opèrent. Donc ça, c'est un élément important. Sachez que quand même le tourisme fait partie de l'agglo de Saumur, hein. Il y a une société au sein de l'agglo qui gère le tourisme, donc il y a un intérêt aussi d'être un relais par rapport à ces acteurs, à ces professionnels et l'agglo. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière? Non, ça ne fonctionne pas. Ah voilà, c'est tout bon. Donc, garantir une gestion transparente et responsable. Alors oui, là, l'élément je dirais, en tant que conseiller municipal d'aujourd'hui, avec certains de mes camarades ici, c'est un sujet important, les comptes de la commune. Bon, pour rappel, enfin, pour donner une toute petite vision des comptes de la commune, en matière de fonctionnement, il y a un budget de fonctionnement qui est autour de 10 millions d'euros. En matière d'investissement, c'est autour de 7,5 millions. Mais autant sur le budget de fonctionnement, il évolue certes, mais il évolue pas en temps de scie, il évolue doucement. Autant sur la partie investissement, ça dépend aussi en fonction des investissements, des actions, des programmes d'actions qui sont mis en place. Sur ces comptes, sachez quand même qu'en matière de fonctionnement, si vous avez en matière de recettes, on peut dire que globalement, c'est pas tout à fait vrai, mais globalement, presque 50% de ces recettes proviennent de la partie fiscalité locale, des impôts, en clair. Sur les recettes, l'autre partie, ce sont les dotations de l'État. Et une petite partie, ça correspond aux prestations que les habitants font. Par exemple, quand on loue une salle des fêtes, on paye la location. Quand en périscolaire, il y a des actions de fête, les parents payent un peu la prestation, pas forcément la totalité, mais il y a un petit paiement. Pour la partie dépenses, pareil, toujours sur les 10 millions, 4,5 millions, 4,8 millions, les salaires. D'accord? Donc pratiquement 50%, ça va être autour de 46 ou 47% les salaires. Donc ça, c'est la partie importante du sujet.
on a besoin d'avoir, parce qu'on n'a pas toujours les réponses à toutes nos questions, et donc on a besoin d'avoir des éclairages précis sur ce sujet. On veut partager un tableau de bord avec les habitants sur ces aspects financiers, être un petit peu plus transparent, à ma connaissance, comme ça je dirais ça, sur les parties financières. Étudier donc systématiquement l'ensemble des sources de financement d'une dépense, oui, parce que aujourd'hui, on s'aperçoit en fait qu'il y a, et pour avoir discuté avec plusieurs responsables financiers d'autres collectivités, il y a des sources de financement qu'on n'exploite pas suffisamment. Et il y a des choses qui existent, mais en fait, faut aller un peu à la pêche. Hein, pour chercher de l'argent, il faut aller à la pêche. Donc, il y a à ce niveau-là des travaux à faire et de se mettre autour d'une table pour avancer. Bon, passer au crible toutes les décisions, ça c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a peut-être une autre vue là-dessus, voilà, hein, sur un petit peu, et on a parlé de la partie environnementale, c'est aussi de passer, chaque fois qu'il y a une action qui se fait, sur une sorte de tamis qui permet notamment de reparler des aspects environnementaux. Est-ce qu'il y a... Eh ben voilà, Tammy, je vais te repasser la parole. Voilà, je veux bien le commenter. Donc c'est le tamis, comme on l'a dit ici, chaque équipe, hein, c'est dans son postulat de fonctionnement, elle s'engage à respecter le passage au crible, au tamis, on l'appelle comme on veut, d'une grille commune en tout cas, afin de s'assurer que rien n'est oublié en prenant la décision. Alors c'est un dispositif qu'on connaît depuis longtemps. Et donc, vous voyez, on voit en vert les aspects environnementaux qui apparaissent. On voit toute la partie usage et usager qui est extrêmement présente aussi. Il est question, vous voyez, d'équilibre entre les communes, entre les villages, hein, par exemple. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'on ne met pas en avant sur un dispositif une commune plus que l'autre. Il y a vraiment l'idée d'équité. Voilà, il y a l'idée d'accessibilité, d'intergénération à droite, de bien-être, les mobilités qui apparaissent ici, les éléments de gouvernance hein, qui sont les nôtres. Effectivement, est-ce qu'on a respecté notre charte de gouvernance? Donc voilà, bon, on a résumé ça ici, hein, écologie, mobilité, égalité, budget. On pourrait le simplifier, il est un petit peu difficile à la lecture, on va probablement le retravailler hein, pour que ce soit plus facile, mais voilà, l'essentiel c'est que rien n'échappe, et surtout pas l'environnement, à une décision. Hein, quand on va faire un investissement dans une flotte automobile, on va quand même faire attention à ce que ce soit des véhicules qui soient éco-responsables, par exemple. Et puis, si on décide voilà, je sais pas moi, d'opérer quelque chose dans une dépense dans le fonctionnement, eh bien là aussi on va faire attention au choix du revêtement. Vous voyez, toujours prendre en tout cas le mieux disant, celui qui couvrira le plus largement possible notre thème. Oui, mais excusez-moi, j'interviens encore, mais pour moi, c'est plus que ça l'écologie. Ce vers quoi on doit tendre absolument, pour moi, c'est plus que se préoccuper au moment d'un projet de est-ce qu'on ne va pas gêner ça ou ça, ou peut-être détruire telle faune ou telle flore. C'est au-delà de ça. Pour moi, je trouve que, et c'est pour ça que j'avais envie de le voir un peu oui, en je gros, comprends, oui. je trouve qu'à un moment donné, ça doit être un thème On est d'accord. énorme. Je vous suis. Vous voyez ce que je veux dire ? Sur la représentation, effectivement, de notre approche environnementale, je vous suis. Il faut que ce soit visible et ça ne l'est pas. Et donc, ça provoque chez vous. Et du coup, un travail de fond réel. Ouais. Et pas seulement au moment où on a à proposer quelque chose, de se dire tiens, ah oui, au fait, il faudrait qu'on pense que là, il y a peut-être des trucs environnementaux à sauvegarder. Tiens, non, ça doit être d'abord un truc pour moi. Hein. Je reviens juste sur notre schéma pour vous dire que voilà, ça va fonctionner. J'ai besoin comme vous le décrivez. C'est-à-dire qu'ici, le tamis, c'est à la fin. C'est au moment de la prise de décision. Mais il y a tout le travail qui est fait en amont. Dans le groupe cadre de vie, par exemple, parce qu'il s'agit de faire un choix sur un entretien d'espace vert, par exemple,
eh bien là, typiquement, eux, ils sont investis très en amont de la décision, dans la construction de la décision elle-même, ils sont investis très largement de cet angle environnemental. Pardon. Merci. Ils seront investis, vous comprenez, c'est-à-dire que dans le modèle de gouvernance qui est le nôtre, je l'ai évoqué tout à l'heure, notre charte de gouvernance, elle introduit dès l'entrée d'un habitant la sensibilité environnementale, qui n'échappera pas. Les élus qui sont en responsabilité de chacune de ces équipes, eux, ils seront contrôlés, entre guillemets, par l'équipe gouvernance partagée, qui, elle, aura la sensibilité environnementale. Vous voyez, il y a plusieurs points d'entrée et de contrôle qu'on est bien respectueux. Mais je suis d'accord avec vous, et on va faire le nécessaire pour modifier notre diapo, là. L'environnement devrait, j'ai beau vous le dire et vous le démontrer, ça ne transpire pas, et donc c'est pas satisfaisant. Merci d'attirer notre attention là-dessus. Moi, je vais l'attirer pas Ouais. mal, vous inquiétez pas. Je suis là pour ça. Merci à vous. Voilà, on arrive à la conclusion, en fait, de l'intervention, de la présentation, de notre modèle de gouvernance avec les pistes, les 4 axes qu'on veut explorer, et puis avec cette sensibilité environnementale, j'y reviens parce que c'est un mot de conclusion évidemment qui là m'est suggéré par votre intervention comme étant un axe fort. Et ce qui est clair, c'est qu'en tout cas, nous, ce projet, il est pour vous, hein, c'est évident, mais il ne peut se faire qu'avec vous, quoi. Donc c'est ça la grande différence de notre projet par rapport à d'autres, c'est-à-dire que nous, on ne vient pas vous faire des promesses, hein, vous l'avez bien compris. En revanche, nous, on vient vous apporter des garanties sur les dossiers qu'on veut ouvrir. Vous voyez, c'est garantie versus promesse. C'est important, hein, pour nous, que ça se fasse avec vous, parce que c'est le fondement même de notre projet. Est-ce que vous avez des questions? Des éclairages, des besoins d'éclairage? Oui. Des remarques positives à nous faire? J'en ai encore, hein. Allons-y. Allez, enfin, s'il y a beaucoup de gens, enfin voilà, Ouais. j'ose. Mais... Allons-y. On est là pour ça. La garantie, est-ce que ça passe par quelque chose de l'ordre d'une formation? Et aussi, comment voit-on cette charte, en tout cas, qui est en construction, qui est en train de se Oui, elle faire, est quasiment finalisée. voilà. Hein. Il y en a plusieurs d'ailleurs. À quel moment on pourra lire ça, rencontrer Avant de cette voter, charte. c'est sûr. Voilà. Avant de voter. Hein. S'engager. Bien sûr, ou s'engager, ouais. Parce que ça m'intéresse Ouais. peut-être de m'engager. Mais pour Ouais. ça, j'ai besoin d'avoir Ouais, d'autres bien sûr. informations. Et puis aussi, cette méthode de gouvernance, même s'il y a d'autres communes et d'autres grands centres urbains Qui la mettent en œuvre. voilà, eh bien, ça reste innovant. Et pour moi, ça ne va pas de soi comme ça. Alors, est-ce qu'on est formé à ça? Comment, enfin, vous savez qu'on est plusieurs à poser cette question-là. Et c'est une bonne question, nous on aime bien cette question-là. Parce que justement, c'est le côté innovant de notre projet, c'est-à-dire que, alors nous, on va être formés, pour ne rien vous cacher, on va même commencer, parce que voilà, il faut se préparer le mieux possible, et on va commencer avant le vote. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, des méthodes d'intelligence collective, hein, c'est-à-dire de travail ensemble, qui mettent en œuvre la communication non violente. Voilà. Hein, c'est des méthodes très rodées aujourd'hui. Et donc, voilà, on va se former avec un prestataire à la communication non violente et aux méthodes d'écoute active, voilà, typiquement. Quand les habitants, les agents vont entrer, même chose, il y aura un SAS indispensable de formation, ce sera 1 heure, peut-être 2, mais à minima, eh bien, pour les préparer à la posture de travail en équipe, en collectif, d'une manière qui peut être innovante pour eux, nouvelle. Hein. C'est-à-dire que, pour donner des images, c'est pas celui qui parle le plus fort qui l'emporte, quoi. Surtout pas. Hein,
on s'assurera dans l'animation des groupes que celui qui est le plus timide, il a aussi sa parole et son mot à dire, quoi. Et donc il appartiendra aux animateurs formés d'aller chercher la parole de tous. C'est aussi apprendre à ne pas faire des réunions pour faire des réunions. C'est-à-dire faire des réunions de 3 heures, par exemple. On commence à 9h, on arrête à midi. Ah non. Nous, on aura des temps beaucoup plus ramassés, 2 heures maxi, hein, vraiment, 2 heures maxi, avec quelques sujets, quoi, pour que à chaque fois, on ait dans le crible, là, dans le tamis, il y a la recherche d'efficacité aussi. Hein. C'est-à-dire que les habitants, ils expriment des attentes, il faut quand même avancer un peu dans l'histoire. Hein. Donc il y aura un gros programme de formation pluridisciplinaire et puis à destination de tous les publics. Ça, c'est indispensable. Et puis, nous, on va continuer à apprendre. Hein. On va continuer, c'est-à-dire que il y a des réussites qui sont portées par d'autres des communes qui pratiquent, et donc ils viendront évidemment nous raconter, nous aiguiller en fait pour des moments où on aura un peu de mal à avancer sur des sujets, quoi. Donc ça c'est sur la formation. Après sur les chartes, donc aujourd'hui il y en a une qui est totalement écrite parce qu'elle est publique. C'est la charte de l'élu français. Elle est dans le Code général des collectivités territoriales, elle s'impose à tous. C'est surtout de la déontologie, de l'éthique, de la morale, j'allais dire. Et donc nous, on ne pouvait pas s'en satisfaire, ce n'était pas suffisant. Donc on a enrichi d'une charte de gouvernance qui est en train d'être lue, corrigée, donc, qui s'appliquera donc, à l'élu, qui sera en posture demain de